ma substance, lorsqu'elle est administrée, elle entraîne la mortalité, je vais il peut entraîner la mort. Si ma substance, lorsqu'elle est administrée, elle entraîne la mortalité, je vais arrêter les investigations et je vais dire, c'est plus la peine d'investiguer parce que je sais que c'est une substance qui est classée comme toxique, donc je vais la classer et j'arrête. Alors aujourd'hui, en fait, on passe la première étape et on verra en fait la continuité. Donc on a dit que les objectifs de l'ADL50, c'est d'abord rechercher la mortalité, rechercher l'ADL50 et bien sûr, c'est la base de l'étude des autres toxicités et la base des études des autres toxicités, notamment la toxicité chronique. Donc on commence d'abord par une dose forte, on donne une dose forte à l'animal. S'il n'entraîne pas la mort, donc ni des effets toxiques, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, à dose forte, il n'y a pas de mortalité. Donc, on va voir si cette substance, elle peut donner des effets toxiques à dose faible. Et bien sûr, à dose faible, lorsque vous allez donner une petite dose une seule fois, ça ne va rien donner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va se dire, les petites doses, on va les accumuler, on va les donner sur une longue durée et voir si l'administration répétée d'une faible dose ne va pas entraîner des effets toxiques. Donc, c'est le principe justement de l'évaluation de la toxicité chronique. Alors, c'est la deuxième étape. Donc, une fois on passe à la première étape qui est la DL50, on passe à l'évaluation de la toxicité chronique qui est la DL50, qui est la deuxième étape. Alors, cette toxicité, elle est définie comme étant l'étude de l'aspect quantitatif et qualitatif des phénomènes toxiques et leur apparition en fonction du temps après administration réitérée d'une substance ou d'un mélange de substances. C'est ce que je vous ai expliqué. Donc, on va administrer des doses faibles, mais sur de longue durée. Donc, c'est administration réitérée. Donc, on ne va pas se limiter à une seule dose. Et on va voir, est-ce que, bien sûr, d'une substance ou un mélange de substances, et on va voir, est-ce que cette administration répétée ne va pas entraîner des effets néfastes? Alors, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'abord apprécier la toxicité après administration répétée. Comme je vous ai dit, c'est compléter les études de l'ADL50. Mettre en évidence les altérations fonctionnelles provoquées par la substance étudiée. Ça veut dire qu'on ne cherche pas la mort, contrairement à la toxicité aiguë. On ne cherche pas la mort, mais on cherche à détecter les altérations, c'est-à-dire les symptômes de toxicité. Alors, paracétamol, on sait actuellement que le paracétamol à dose toxique, ou à dose répétée ou à dose élevée, il va toucher le foie. Donc, c'est les altérations qu'il va entraîner, il va les entraîner au niveau hépatique. Alors, je prends par exemple les métaux lourds. Les métaux lourds, on sait qu'ils vont s'accumuler dans l'organisme et ils vont altérer le rein. Donc, les altérations fonctionnelles de ces substances à longue durée, bien sûr, parce que c'est des toxiques qui vont s'accumuler dans l'organisme, c'est au niveau rénal. Alors, il y a le méthanol. Je pense par exemple du méthanol qui est un alcool et qui va altérer préférentiellement les yeux, le nerf optique. Donc, c'est l'étude de la toxicité chronique qui va nous montrer les séquelles et la teinte toxique réellement où il va se situer dans l'organisme. Donc, c'est ça l'objectif. Alors, qu'en est-il de l'expérimentation? On est toujours en expérimentation, ça veut dire qu'on va toujours utiliser des animaux. Alors, dans ce cas, comme pour la DL50, on va utiliser deux espèces d'animaux. Donc, en général, on utilise les rongeurs. Pourquoi on utilise les rongeurs? Tout simplement parce que c'est des rongeurs. C'est des petits animaux d'abord qui sont malléables, que vous allez utiliser. C'est des animaux que vous pouvez avoir en grande quantité parce que vous savez que la femelle serait ou la femelle rat, ils ont beaucoup lorsqu'il va en fait donner naissance à des bébés, donc il va donner beaucoup de naissances, donc vous allez avoir une quantité importante d'animaux à utiliser, et en plus ils ne vivent pas beaucoup, donc leur durée de vie il est beaucoup plus inférieure à celle des autres. Oui. Ah bon?
bon. Je vais reprendre. Non, madame. Donc, apparemment, j'ai un problème. Donc, je vais essayer de reprendre d'abord. Bon, si vous permettez. Si c'est bon, vous me le dites, s'il vous plaît. Là, je suis toujours à la toxicité aiguë. Alors, là, je suis à la toxicité chronique. Est-ce que vous la voyez? Non, madame. Non, madame. Vous ne voyez que la toxicité aiguë? Oui, madame. Oui. Ou vous le voyez bien? On voit la toxicité aiguë. C'est bizarre, hein? Pourtant, chez moi, ça marche. Oui, maintenant, c'est Maintenant, oui, maintenant, c'est ça va, c'est bon, on reprend. Oui, madame. Là, c'est OK? Voilà. Oui. Alors, toxicité, c'est très bien. Alors, toxicité chronique, j'ai dit en fait que c'est la deuxième étape après la toxicité aiguë. Elle est définie comme étant l'étude de l'aspect quantitatif et qualitatif, parce qu'on ne cherche pas que les faits toxiques, mais on cherche les faits dose. Si vous vous rappelez, il y a toujours la notion effet par rapport à la dose. Donc, on recherche l'effet, c'est la qualitatif, et le quantitatif, c'est la dose. Des phénomènes toxiques qui est leur, bien sûr, apparition en fonction du temps, parce que là, on va utiliser des administrations réitérées d'une substance ou d'un mélange de substances. J'ai dit que l'objectif, c'est d'apprécier la toxicité après une administration répétée. Est-ce qu'il y a une toxicité ou pas, mais aussi de mettre en évidence les altérations fonctionnelles provoquées par les substances étudiées. Ça veut dire mettre en valeur les sites de toxicité ou là, les organes qui vont être touchés par la substance. Donc, c'est les altérations fonctionnelles qu'on cherche. On ne cherche pas la mortalité, mais on cherche les altérations. Ça veut dire, est-ce que la toxicité, il a une préférence pour toucher le rein, pour toucher le foie, le cœur, les yeux, le système nerveux central, etc. Alors, comme j'ai dit, en fait, il y a deux expérimentations. Elle se fait là aussi sur deux espèces de rongeurs. Et j'ai dit, en fait, qu'on préfère les rongeurs. On peut utiliser, bien sûr, d'autres espèces animales. Notamment, on peut utiliser les singes. On peut utiliser, surtout les singes. On peut utiliser les chiens. Mais c'est des espèces qui sont très difficiles à utiliser vu leur rareté d'abord. Ils sont très chers. Et bien sûr, la cinétique n'est pas pareille. Alors que pour les rongeurs, surtout le rat et la souris, la cinétique elle est plus ou moins rapprochée à celle de l'homme. Donc, on peut faire des extrapolations si on a des résultats. Alors, on préfère utiliser, en fait, si vous vous rappelez la DS50, on utilise soit le rat, soit la souris. Là, on a deux espèces de rongeurs, donc on préfère utiliser le rat et la souris. Des souches connues bien sûr, et on cherche les deux sexes pour avoir justement, pour déterminer s'il y a des différences entre les deux sexes. On peut utiliser, comme je vous ai dit, en fait, les primates, comme les singes, mais c'est très difficile en fait, parce que ça reste très rare. Alors, la voie d'administration, c'est bloqué encore? Non, je n'ai pas encore changé. Ça va, c'est bon, vous voyez l'expérimentation? Non, on est bloqué dans l'évaluation de la toxicité chronique. L'expérimentation, je reviens pour dire qu'on va utiliser deux espèces rongeurs en général, rat et souris, d'accord, de souche connue bien sûr, il faut savoir la souche, il faut savoir la santé de l'animal, il faut bien maîtriser en fait les conditions dans lesquelles vivent les animaux qu'on va utiliser. Bien sûr, les deux sexes pour déterminer en fait les variations intersexes et la voie d'administration. Alors, pour la voie d'administration, on va choisir en fait la voie qui est habituelle à l'exposition. Par exemple, un gaz, ben, c'est sûr que vous allez utiliser l'injection par voie d'inhalation, par voie respiratoire ou par voie nasale, parce que normalement, un gaz, on va l'inhaler. Alors, une substance, par exemple, qui va être utilisée comme additif alimentaire, ben, c'est sûr que vous allez l'ajouter par voie orale, etc. Donc, ce qui fait qu'on choisit la voie habituelle pour administrer notre toxique. Alors, les doses, donc en général, on choisit 3 niveaux de dose.
bien sûr, on ne va pas choisir la dose qui va tuer. Ça veut dire, justement, si vous vous rappelez tout à l'heure, je voulais permettre de commencer, d'évaluer en fait comme une base pour le choix des doses pour les autres études. Supposons que je trouve dans la DL50 que j'ai une toxicité, une DL50 à 5000 mg par kilogramme de poids corporel, ou là à 3000 mg par kilogramme de poids corporel. Alors, si je veux choisir mes doses, bien sûr, je ne vais pas utiliser 3000, parce que si j'utilise 3000, il va entraîner la mortalité, et ce n'est pas ce que je cherche. D'accord? Donc, déjà, je vais me limiter à la DL50 et je vais choisir 3 niveaux de dose déjà déterminés. Donc, je vais par exemple choisir 1000, je sais qu'il ne va pas tuer, 500 et 250, ou voire même moins. Donc, je vais commencer à faire des études, des choix, 3 niveaux de dose qui ne vont pas tuer l'animal, que je vais tester pour voir est-ce qu'ils sont toxiques ou pas. Alors, en général, on utilise 20 rongeurs de chaque sexe et 4 pour les non-rongeurs. Donc, si j'ai par exemple un singe, donc je vais utiliser 15 singes par dose. Mais en général, comme je vous ai dit, là aussi, la toxicité chronique, on utilise que les rats et les souris. Alors, combien de temps on va administrer? En général, on fait l'étude sur 12 mois, parfois moins, parfois en fait, en fonction des exigences. Mais en général, c'est entre 6 mois et une année d'études pour la toxicité chronique, pour voir justement est-ce qu'il y a l'effet cumulatif, est-ce qu'il y a une dégradation des fonctions, est-ce qu'il y a des séquelles, est-ce qu'il y a des lésions, etc. etc. Alors, comment on va évaluer tout ça? Alors, comment on va évaluer les effets? Tout simplement, comme je vous ai dit, en fait, on va garder les animaux pendant toute la durée de l'étude, juste 6 mois, comme je vous ai dit, 6 mois à une année au plus. On va administrer quotidiennement le produit et on va faire des prélèvements, bien sûr des pesées chaque jour pour voir est-ce que les souris ne perdent pas le poids ou ne gagnent pas le poids. Est-ce qu'ils s'alimentent normalement? Est-ce qu'il y a, comme on a fait pour l'étude clinique, on fait des observations, l'observation clinique, l'observation faite sur le poids, l'observation de l'alimentation, est-ce qu'il a des crampes, est-ce qu'il agit d'une manière différente par rapport à la comportement psychique de l'animal, des intervalles bien déterminés, des prélèvements sanguins, des prélèvements en fait d'organes. C'est-à-dire qu'on va faire des prélèvements sanguins sur des intervalles précis. Sur des intervalles précis aussi, on va tuer des souris et on va faire des coupages des organes pour faire de l'histologie. On va faire les analyses chimiques et hématologiques et on va déterminer est-ce qu'il y a changement des fonctions de l'organisme. On le fait sur toute la période de l'étude pour enfin dire que le toxique il peut entraîner en fait une toxicité à long terme ou pas. Alors ça c'est pour la toxicité chronique. Ensuite, on fait d'autres études, notamment la toxicité péri- et postnatale et l'effet tératogène. Donc, vous vous rappelez en fait que vous savez actuellement que à chaque fois qu'on parle d'un médicament ou d'une substance, on dit il faut vérifier s'il n'a pas d'effet sur la descendance, s'il ne va pas entraîner des toxicités chez le fœtus, s'il ne va pas entraîner en fait un effet une malformation des organes chez le fœtus. Donc ça, c'est sur cette base qu'on va dire que telle ou telle substance ne doit pas être prise par la femme enceinte ou par la femme par la femme enceinte ou par la femme même qui n'a pas été qui est plutôt en période en fait qui pourrait avoir des enfants justement. Donc tout simplement parce que certaines substances elles peuvent passer
de la femme et peuvent entraîner, bien sûr, peuvent atteindre la fertilité, ils peuvent atteindre le comportement et la formation des fœtus. Ce sont des substances qui sont très, très, très graves. Ça, on l'a détecté avec le thalidomide. Je ne sais pas si vous connaissez la substance. Le thalidomide est une substance, est une molécule qui était utilisée dans les années 30 et 40, qui était très utilisée chez la femme parce que des pathologies qui n'étaient pas vraiment très graves. On l'utilisait beaucoup, mais malheureusement, 10 ans et 20 ans après, on a commencé à avoir la naissance des enfants avec des malformations très, très, très graves, notamment des spina bifida, en fait, etc. Donc, et ça a été, en fait, bon, bien sûr, on a fait la liaison et on a trouvé, en fait, que c'était lié à la prise de la thalidomide à l'époque par toutes les femmes qui étaient enceintes. Ils ne savaient pas et ils prenaient, en fait, lorsqu'ils étaient enceintes, et ça a entraîné l'apparition, ils les prenaient, que ce soit enceinte ou bien, et les prenaient même en dehors de la grossesse. Ça a entraîné, en fait, des effets, des malformations chez l'enfant. Donc, c'était la base de la pharmacovigilance d'ailleurs. C'était la base de la pharmacovigilance. Et actuellement, toute substance qui va subir une étude toxicologique, il est obligatoirement qu'il y ait une étude de tératogénicité, l'étude péri- et postnatale pour justement vérifier si cette substance ne va pas donner. Tératogène, c'est un agent qui est capable de reproduire des malformations congénitales ou d'augmenter l'incidence des malformations congénitales. Donc, ces études-là, on les classe en 3 segments, en 3 catégories. Donc, il y a des segments 1 qui va étudier l'effet sur la fertilité. Le segment 2, il va étudier l'effet sur réellement la tératogénèse. Et le segment 3, il va étudier l'effet sur la toxicité péri- et postnatale. Donc, ces études, en fait, on va les faire sur trois parties. Alors, bien sûr, ce sont aussi des études qui vont se faire chez les animaux. Donc, c'est des études qui vont se faire aussi chez les animaux. Donc, on utilise les rongeurs, mais on peut utiliser aussi un lapin. On peut utiliser un non-rongeur comme le primate. Donc, on peut utiliser le rat, la souris, lapin, hamster, primate comme le singe, etc. Et bien sûr, pour choisir la dose, donc là, on choisit la dose. Si vous vous rappelez la toxicité chronique, il va nous donner les doses à prendre en chronique qui vont éventuellement donner une toxicité. Alors, c'est la base, c'est à la base de l'étude, à la base de ces doses qu'on va déterminer dans l'étude chronique, qu'on va déterminer en fait la dose qu'on va utiliser pour la tératogénicité. Parce qu'il faut rappeler que la tératogénicité aussi, c'est une étude chronique parce qu'on ne va pas administrer une seule dose, mais on va administrer plusieurs doses. Donc ça aussi, c'est une dose chronique. Donc il faut qu'on utilise des doses faibles entre la dose efficace et la dose toxique. Alors, comment on fait? Le premier segment, c'est le segment de fertilité. Alors, fertilité, ça veut dire qu'on va voir est-ce que la substance, lorsqu'on va administrer la substance, est-ce qu'elle ne va pas entraîner une stérilité ou là une diminution de spermatogénèse ou de développement des organes sexuels chez la femelle et chez le mâle. Donc, est-ce que ça ne va pas donner des problèmes de fertilité par la suite? Alors, comment on fait ces études? Donc, l'objectif, c'est ça justement, c'est de voir s'il n'y a pas d'atteinte de fertilité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On administre, les mâles et les femelles à la substance pendant une longue durée. Ça veut dire que dès qu'ils commencent à se développer,
donc commencent à devenir plus ou moins pubères, si vous voulez, en fait, on commence à les exposer à la substance. Donc, on va les injecter comme on fait l'étude de la toxicité chronique. Après un certain temps d'exposition, qu'est-ce qu'on fait? On va les accoupler. On va attendre que la femelle développe sa grossesse. Donc, on va attendre le temps que la femelle développe sa grossesse. Juste avant la mise bas, juste avant qu'elle va donner naissance à ses petits, qu'est-ce qu'on fait? On va la sacrifier. On va la sacrifier, on va faire des prélèvements des fœtus et on va les examiner. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on examine dans ce cas? Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, dans ce cas, on va chercher est-ce normal, leur forme est normale, est-ce qu'ils est-ce qu'ils sont vivants ou morts, etc., etc. Donc, ce qui fait, on va voir est-ce que la substance ne va pas atteindre le développement normal des fœtus. Donc, c'est ça l'étude de la fertilité. Ensuite, on va voir le deuxième segment qui est l'effet tératogène ou l'embryotoxicité. Alors, l'effet tératogène, comme on a dit, en fait, c'est essentiellement, on va voir s'il n'y a pas de toxicité, en fait, s'il n'y a pas d'effet de malformation chez le fœtus. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour étudier ça? Donc, on va toucher que la femelle, parce que là, il faut que la femelle soit enceinte, bien sûr. Alors, on prend les femelles gravides. Enceinte ou gravide, c'est la même chose. Donc, on prend les femelles gravides, ça veut dire après accouplement. Donc, les femelles gravides, on va commencer à exposer les femelles à la substance pendant la phase sensible. La phase sensible, par exemple, chez l'homme, c'est les trois semaines, les 3 mois, donc les 3 premiers mois de grossesse. Le fœtus, il est très, très fragile parce qu'il est encore sous forme de cellules. Donc, il n'est pas encore, les organes ne sont pas encore développés. Si vous touchez les cellules, vous risquez d'atteindre en fait au développement des cellules. Donc, c'est ce qu'on fait avec la femelle. Donc, une fois on accouple la femelle, une fois elle devient enceinte, gravide, donc on commence à l'exposer pendant une longue durée, bien sûr, pendant la phase sensible de grossesse, et on va attendre, comme tout à l'heure, avant qu'elle donne naissance à ses bébés. Donc, on va la sacrifier, on va prélever le fœtus et on va les examiner sur le plan morphologique, bien sûr, par l'histologie, et on va voir les organes, est-ce qu'ils sont touchés, est-ce qu'ils sont normaux, est-ce qu'ils sont, etc., etc. Donc, ça, c'est l'embryotoxicité ou l'effet tératogène. Ensuite, nous avons le segment 3 de cette étude qui est le péri et postnatalité. Alors, péri et postnatalité, ça veut dire c'est juste après la mise bas et bien sûr pendant la période de lactation. Donc, on va voir est-ce que si la personne est exposée à la substance pendant la dernière phase de grossesse ou après après en fait son accouchement et pendant qu'il allaite son bébé, est-ce qu'il n'y a pas de toxicité sur le fœtus et enfin sur le nouveau-né plutôt ou sur la mère. Donc comment on fait? Donc là aussi, on prend que les femelles gravides. Si vous voyez, on ne prend pas les deux sexes. Pour ces études, on choisit le sexe qu'on veut. Donc là, on prend la femelle qui est gravide déjà et on attend. Alors, juste avant là aussi la mise bas, ça veut dire si elle va donner naissance pendant 15 jours, donc on commence pendant 15 jours. C'est juste un exemple. Donc, c'est juste avant la naissance, donc on commence à exposer la femelle. Elle va accoucher, on continue à l'exposer. Elle continue la lactation de son bébé et continue à l'exposer jusqu'à ce que le nouveau-né arrête d'allaiter. Donc, ce qui fait, jusqu'à la période de lactation se termine. Alors là, après, on va
sacrifier les nouveau-nés et on va voir, en fait, les étudier, étudier la croissance, étudier les altérations fonctionnelles. Donc, on va les sacrifier et on va voir est-ce que cette substance n'a pas entraîné des dégâts par rapport aux organes. Cette substance n'a pas entraîné en fait une perturbation de la croissance des bébés lorsqu'ils étaient en allaitement, etc. Donc, l'étude de cette étude, donc de ce segment de tératogénicité, pour récapituler, vous avez 3 segments ou 3 types d'études. L'étude de toxicité aiguë, l'étude de fertilité, l'étude de tératogénie et l'étude de péri et postnatalité. Donc ça vous donne une idée sur si votre toxique ne va pas altérer la naissance en fait et le développement de fœtus. Après, nous avons un autre type d'étude, d'évaluation qui est la mutagénicité et la cancérogénicité. Donc, vous savez actuellement qu'on a beaucoup de substances qui entraînent la toxicité, l'effet cancérigène. Donc, actuellement, on commence à lier énormément de substances avec des cancers et on dit que le cancer X, il est apparu, il est donné plutôt par la substance Y et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que là aussi, actuellement... Madame? Oui. Madame? Oui. Oui, je vous écoute. Madame, s'il vous plaît, madame, il y a des étudiants. Actuellement, comme je vous ai dit, en plus de l'étude de tératogénicité, il y a l'étude de cancérogénicité et de mutagénicité qui sont obligatoires dans l'évaluation de substances, dans l'évaluation de la toxicité des substances. Alors, on définit un mutagène comme tout agent capable de changer le génome, notamment l'ADN, d'un organisme et qui élève ainsi le nombre de mutations génétiques au-dessous de ce qui est normalement décrit par la population. Donc, ce qui fait, donc, une substance, on va vérifier s'il ne va pas altérer l'ADN, si on ne va pas entraîner des modifications géniques ou des mutations génétiques chez la personne qui va être en contact. L'effet cancérigène, par contre, c'est tout facteur provoquant, aggravant ou sensibilisant l'apparition des cancers. Donc, c'est les deux. En fait, les deux, ils sont liés parce qu'une substance mutagène, elle peut être cancérigène. Donc, ça, c'est forcément. Donc, en fait, comme je vous ai dit, en fait, ces deux études, elles vont être obligatoirement étudiées si on veut évaluer la toxicité d'une substance. Alors, la classification des substances cancérigènes, c'est une classification qui est faite par ce qu'on appelle le CIRC. C'est le centre. Alors, le CIRC, c'est quoi? Le CIRC, c'est le Centre international de recherche contre le cancer ou de recherche de cancer. Donc, c'est le Centre international de recherche de cancer. C'est un organisme, wallah, il dit quoi? C'est un organisme qui va, en fait, Rachid, il a un problème, en fait. Il sort et rentre. C'est un organisme international qui va regrouper toutes les études, d'accord? Toutes les études concernant l'effet cancérigène, toutes les études qui ont été faites sur les substances toxiques. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Comme, si vous vous rappelez, la toxicité aiguë, elle est classée. Donc là, elle va classer les substances en fonction des résultats, en fonction de l'analyse des résultats des études qui ont été faites. Ils vont les classer en 4 catégories, si vous voyez, ou 5 catégories. Alors, le groupe 1 ou la catégorie 1, ce sont des agents qui sont cancérigènes et qui sont cancérigènes confirmés. Confirmés, ça veut dire qu'il y a énormément de publications et de recherches scientifiques qui ont confirmé leur implication directe dans le cancer. Donc, dans ce groupe, on compte 118 agents, 118 substances, dont le benzène. Donc, actuellement, le benzène, c'est une classe 1. Donc, ce sont des substances qui sont confirmées cancérigènes. Si vous prenez le benzène, vous allez avoir un cancer. Donc, ça, c'est sûr. Alors, le groupe 2A, ce sont des agents probablement cancérigènes. Donc, probablement, ça veut dire qu'on a des données, mais qui ne sont pas
autant important et sûr que le groupe 1. Donc, dans ce cas, dans ce groupe, on a 89 agents comme le glyphosate. Donc, on parle de glyphosate. D'ailleurs, si vous tapez glyphosate comme, qui est un pesticide, bien sûr, comme sur Google, donc vous allez trouver énormément de publications qui étudient, qui évaluent la toxicité, mais c'est pas sûr à 100%. Donc, les études, elles ne sont pas très fortes. Vous avez le groupe 2B, ce sont des agents qui peuvent être cancérigènes. Donc là aussi, le niveau de confirmation, il est moindre par rapport à DOA. Donc dans ce cas, dans ce groupe, on a 289 agents comme le plomb. Le groupe 3, c'est des agents inclassables qui ne sont pas classés. Donc vous avez 502 agents comme la caféine. Et le groupe 4, ce sont des agents qui sont probablement pas cancérigènes. Alors, je dis probablement pas cancérigènes, ça veut dire que les études elles sont en cours et éventuellement, on peut avoir des études qui vont prouver, qui vont montrer leur implication et ils peuvent passer du groupe 4 au groupe 2, au groupe 3 et ainsi de suite. Donc ça, c'est la classification de cercle de substances et à chaque fois que vous faites votre évaluation cancérigène, donc vous pouvez classer votre substance dans une classe parmi les classifications de cercle. Alors, l'évaluation de la mutagénicité, donc comment on fait? Alors, sur le plan pratique, comme on a fait avec l'étude de fertilité, là, on a fait pour l'effet mutagène, on fait 3 types de tests. Donc, il y a plusieurs types. Il y a plusieurs tests à faire pour le mutagène, pour l'effet mutagène. Il y a beaucoup plus de tests, mais ces tests-là, on va les regrouper dans 3 catégories. Alors, la première catégorie, c'est les marqueurs de l'activité mutagène des milieux biologiques. Les marqueurs, ensuite les marqueurs des anomalies cytogénétiques, et ensuite les marqueurs de liaison de l'ADN ou des adultes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va toucher, qu'on va explorer 3 choses. D'abord, on va explorer l'effet mutagène sur le plan macroscopique, ça veut dire sur le plan de l'organe. Est-ce que l'organe a changé? Et quand l'organe a changé, ça veut dire qu'il y a une mutation derrière. Donc, je ne vais pas vous rappeler, je ne sais pas votre formation déjà, je ne vais pas vous rappeler ici, en fait, comment l'ADN se transforme, en fait, en ARN et qui va développer, en fait, ou amorcer la multiplication des protéines, et les protéines, elles vont former les organes par la suite. Donc, ce qui fait, en fait, tout ça, on va pas le voir. Mais il faut savoir que si vous avez un problème d'ADN, bien sûr, directement ou indirectement, vous allez avoir une modification de l'organe. Donc, c'est ce qu'on a fait, en fait, les marqueurs au niveau biologique. Donc, on voit s'il y a des modifications sur le plan organe. Ensuite, on va voir, en fait, les anomalies génétiques, c'est-à-dire des gènes. Donc, soit on va d'abord voir sur l'organe, sur les gènes, et à la fin, on peut même voir les marqueurs de l'ADN. Ça veut dire des tests qui vont toucher directement l'ADN. Alors, pour le premier effet, qui est le marqueur de l'activité sur le plan milieu biologique, donc il y a plusieurs tests. Quand je vous donne ici le test d'Ames, mais le test d'Ames, c'est juste un test. Il y a plusieurs tests que vous pouvez trouver dans la littérature. Je ne vais pas vous donner en fait tous les tests, mais c'est juste un petit exemple pour voir comment ça marche en réalité. Alors, c'est des tests en général du mutagène qu'on fait sur in vitro. Donc, en général, on n'utilise pas l'animal en totalité, mais on utilise en général, en fait, soit des animaux de faible, soit des animaux, en fait, primaires, enfin, des animaux, c'est des organismes plutôt primaires comme les bactéries, comme les bactéries en général, qu'on peut utiliser, en fait, la mouche pour étudier, que vous connaissez, en fait, pour étudier les effets de les effets sur l'ADN, etc. Mais en général, on peut faire les cultures cellulaires parce que, en fait, ça touche directement des organes, des substances et des choses, en fait, microscopiques. Donc, on préfère utiliser les cultures cellulaires. Alors, comme je vous ai dit, en fait, le test d'Ames, c'est juste un exemple. Il y a plusieurs tests qui peuvent montrer
l'effet macroscopique de la mutation. Alors, c'est quoi le test d'Ames? C'est juste un exemple. Le test d'Ames, c'est un test qui va se faire sur une bactérie qui est le Salmonella, que vous connaissez bien sûr. Donc, Salmonella. Et cette Salmonella, de nature, elle est histidine moins. Ça veut dire qu'il ne va pas se développer s'il n'y a pas l'histidine. Donc, en fait, ça veut dire que en présence de l'histidine, il ne peut pas utiliser en fait l'histidine. Donc, il ne peut pas, de nature. Donc, vous voyez que si on prend cette salmonelle-là, on fait une culture dans un milieu avec histidine, d'accord? Donc, on la pousse dans un milieu avec histidine. Et comme il est histidine moins, ça veut dire qu'il ne peut pas assimiler et utiliser l'histidine. Donc, lorsqu'on va la mettre dans un milieu sans histidine, il ne va pas se développer. Par contre, si on prend cette même salmonelle-là, on va ajouter la substance à tester, d'accord? On va la mettre en fait, on va le mélanger dans le milieu histidine. Donc, si la substance à tester, elle va entraîner une mutation de cette salmonelle-là, donc la substance est mutagène, donc la salmonelle-là, au lieu de devenir histidine moins, elle va devenir histidine plus. Ça veut dire qu'elle va pouvoir utiliser l'histidine. Et si on l'a mis en fait dans un milieu sans histidine, donc elle va être incubée et on va voir en fait la poussée de cette bactérie. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? Qu'est-ce qu'on va analyser nous? Donc on va analyser le résultat. Le résultat, c'est est-ce qu'il y a poussé ou est-ce qu'il n'y a pas poussé de la bactérie. Donc si la bactérie pousse, si on a des colonies ici de bactéries qui sont développées, ça veut dire que la substance, elle a entraîné une mutation au niveau de la bactérie. S'il ne pousse pas, ça veut dire que notre substance, elle n'est pas mutagène. Donc, c'est le résultat macroscopique qu'on va vérifier. C'est pour ça qu'on parle de l'activité mutagène des milieux biologiques. Ça veut dire que c'est indirectement comment ça se passe. Là, je vous donne juste l'exemple. Donc, vous avez une personne, en fait, qui a un problème hépatique, par exemple, quand je donne n'importe quoi, qui a un problème hépatique et qui ne libère pas les facteurs de coagulation. Alors, c'est il est né comme ça avec une mutation. Donc, si on a une mutation, donc on ne va pas avoir de facteurs de coagulation qu'on fait le dosage. Donc, il n'y a pas de facteur de coagulation chez l'enfant. Et bien sûr, s'il n'a pas de facteur de coagulation, bien sûr, si elle va saigner, il n'y aura pas en fait de coagulation, donc elle va saigner sans arrêt. Alors, l'effet qu'on va voir, nous, c'est l'effet du saignement continu. Si on va administrer une substance qui va entraîner une gêne, une mutation, et bien sûr, s'il y a une mutation et la personne, suite à cette mutation, commence à développer, donc les gènes ils ont changé, elle commence à développer cette capacité de fabriquer des facteurs de coagulation, on va voir que la personne, avant la prise de la substance, elle saignait sans arrêt. Après la prise, donc les saignements, ils s'arrêtent. Donc on va dire justement qu'il y a une mutation en fait chez cette personne. Donc c'est comme ça en fait, c'est en général qu'on fait pour le premier test qui est le test, un test parce que c'est pas seulement un test, c'est un groupe de tests qui touche les milieux biologiques. Ensuite, nous avons les marqueurs de l'anomalie cytogénétique. Comme j'ai dit en fait que ce groupe-là, qu'est-ce qu'elle touche? Elle touche le chromosome, elle touche le gène, le chromosome. Donc, on va vérifier au niveau du chromosome. Alors, ici, un test exemple, parce que là aussi, c'est un groupe de tests. Alors, un test exemple, c'est le test d'aberration chromosomique. C'est un test qui est noté sur l'OCDE. Donc, c'est un test qui est bien défini sur l'OCDE. Et en général, c'est le test qu'on préfère utiliser. Il est fait sur des cultures cellulaires qui vont être exposées à la substance d'essai avec ou sans activation métabolique. Donc, on va exposer la substance on va exposer des cultures cellulaires. Oui. Il y a une question? Il dit en fait que pour ce test-là, qui est le test d'aberration chromosomique, qui est le plus utilisé d'ailleurs, donc il se fait sur des cultures cellulaires.
et on va exposer ces cellules en culture à la substance, bien sûr avec son activation métabolique. Ensuite, après exposition, les cultures cellulaires, elles sont à des intervalles préétablis traitées par un agent qui va bloquer la métaphase. On utilise par exemple la colchicine, entre autres. Donc, il va bloquer la métaphase et bien sûr, on va collecter les cellules et les colorer et on va étudier en fait le développement du chromosome. Les cellules en métaphase, elles sont soumises à un examen microscopique qui va permettre de déterminer les aberrations chromosomiques. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, ici le chromosome 1 et le chromosome 2. Alors, on verra en fait ici le gène XY. Donc, on va voir en fait une délétion. On pourrait soit avoir une délétion, coupure normale, parce qu'on va les arrêter dans la phase de la métaphase, soit on pourrait avoir une inversion des gènes. Donc, au lieu d'avoir des gènes ici, on va les avoir là. Donc, on pourrait avoir éventuellement soit une coupure à ce niveau-là, et ce gène-là, il va être coupé. Donc, on va le regarder au microscope parce qu'on les a colorés. Soit on pourrait avoir une inversion des gènes. Donc, au lieu d'avoir la succession XY, donc on pourrait avoir une succession YX, et ainsi de suite. Ou bien, on pourrait avoir carrément une translocation. Ça veut dire que vous avez les deux chromosomes. Le XY qui était sur le chromosome 1, il pourrait passer sur le chromosome 2. Donc, c'est les trois plus ou moins cas de figure qu'on pourrait avoir. Soit une inversion, une translocation et une délétion. Et ces modifications, ces anomalies, comme je vous ai dit, on va les voir sur le plan microscopique, c'est-à-dire qu'on va vérifier directement les chromosomes. Donc, c'est pour ça qu'on appelle en fait des marqueurs des anomalies cytogénétiques, parce que ça touche des chromosomes. Ensuite, nous avons la troisième catégorie de tests qui est les marqueurs, qui sont les marqueurs de liaison à l'ADN. Ça veut dire qu'on va, là par contre, on va voir l'ADN directement. Donc, on passe à un niveau inférieur. Donc, le test qu'on utilise, et ce n'est pas le seul d'ailleurs, comme pour les différentes catégories, on peut utiliser le test de réparation d'ADN et recombinaison. Alors, le processus ne sont pas des mutations par eux-mêmes, mais des indications de lésion d'ADN. Donc, on ne va pas vérifier la lésion de l'ADN, mais on va voir les marqueurs les marqueurs de lésion, les marqueurs de dégradation d'ADN. Alors, en cas, sachant que une fois que l'ADN est perturbé, lorsqu'il y a un problème avec l'ADN, la première réponse de la cellule, c'est quoi? C'est la préparation enzymatique, ce qu'on appelle la synthèse non programmée. Donc, ça, c'est le fonctionnement de la cellule via l'ADN. Donc, normalement, l'ADN, il se multiplie, bien sûr, en fait, et forme l'ARN, etc. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème au niveau de l'ADN, pour garder vraiment la structure de l'ADN qui est à la base de la structure, du phénotype, si vous voulez, ou de la structure globale de l'organe, s'il y a un problème quelconque de l'ADN, la cellule, la première des choses de ce qu'elle fait, la cellule, c'est qu'elle va libérer des enzymes qui vont réparer l'ADN. C'est ce qu'on appelle la synthèse non programmée, qui a comme rôle essentiellement la réparation des lésions d'ADN. Alors, on va utiliser cette particularité pour voir est-ce qu'il y a comment dire, une réparation, une activité anormale des enzymes, pour voir justement, et l'activité anormale, ça veut dire qu'il y a une multiplication des enzymes, il y a une augmentation de ces enzymes. S'il y a une augmentation de ça, donc on va forcément nous indiquer indirectement qu'il y a un ADN en fait qui est en phase de réparation, ça veut dire qu'il a été atteint par la substance. Donc le test, il est basé sur la quantité de la thymidine radioactive qui est incorporée par unité de poids de l'ADN. Ça veut dire qu'on va injecter de la thymidine radioactive
Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va injecter notre substance. La substance, il a un pouvoir mutagène, donc il va attaquer l'ADN. Donc, il va attaquer l'ADN, il va entraîner une lésion. La cellule de l'organisme, il va entraîner l'augmentation des enzymes pour réparer l'ADN. Alors, quand il va réparer l'ADN, qu'est-ce qu'il fait? Ben, bien sûr, il va puiser des bases périques et purimidiques, des bases nucléaires, dans l'organisme. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait nous? On va injecter en même temps la thémédine radioactive. Cette thémédine radioactive, lorsqu'il y a un processus de réparation, elle va être utilisée par l'ADN. Et on va voir, nous, on dosera la radioactivité pour voir est-ce que cette thémédine, bien sûr, a été utilisée par l'ADN et combien il a été utilisé par l'ADN. Par unité de poids par ADN, combien il a été utilisé. Et forcément, c'est le taux de thémédine radioactive utilisé est très important. Ça veut dire que notre substance a entraîné une altération de l'ADN qui a été réparée par la thémédine radioactive entre autres. Donc, je ne sais pas si vous avez compris le principe, mais le principe de les études en général de mutagénicité, c'est de voir d'abord sur le plan macroscopique, sur le plan gène ou chromosomique et sur le plan ADN pour voir en fait si notre substance et il va donner en fait des atteintes de l'ADN qui peuvent se manifester par des modifications sur le plan morphologique parce qu'en général les modifications on les voit sur le plan macroscopique, morphologique, mais lorsqu'on veut faire l'étude on passe dans les étapes les plus inférieures qui sont le chromosome et l'ADN. Alors, j'arrive à l'évaluation de la cancérogénicité. Alors, l'évaluation de la cancérogénicité, ce sont des études qui vont se faire sur l'animal in vivo, mais on peut les faire in vitro. C'est pas comme ici, par exemple, pour l'effet mutagène. L'effet mutagène, en général, on préfère le in vitro. Parce que, comme je vous ai dit, en fait, on touche l'ADN, on touche le chromosome. Pour l'étude cancérogénicité, donc on l'a fait sur les in vivo, mais on peut la faire sur in vitro aussi. Alors, in vivo, quelles sont l'expérimentation? Donc, on va utiliser la sélection des animaux, donc les rats et les souris, qui ont une bonne sensibilité aux produits, avec une faible incidence des tumeurs et métabolisme semblable aux humains. Donc, il faut choisir des animaux, par exemple, si on veut étudier l'effet cancérigène de peau, par exemple, de la peau, par exemple, l'effet de cancer de la peau, donc développement des cancers de la peau, bah, il ne faut pas que les souris qu'on va utiliser soient sensibles. D'accord? Il ne faut pas que les rats ou les souris qu'on utilise développent normalement. Il ne faut pas qu'il ait cette capacité de développer des cancers parce qu'il y a certaines souches qui ont la capacité de développer des cancers spontanés comme ça. Donc, il ne faut pas utiliser ça parce qu'on ne va pas pouvoir faire la part des choses entre le cancer provenant de la substance, de notre produit, et les cancers spontanés. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une grande incidence. Donc, il faut que l'animal ait une faible incidence de tumeur. Et bien sûr, il faut que le métabolisme soit semblable plus ou moins à celui de l'homme. Toujours, on utilise la voie habituelle d'exposition et on choisit 2 à 3 niveaux de dose, bien sûr, qui ne vont pas tuer l'animal. C'est toujours une étude chronique. C'est toujours une étude chronique, une injection chaque jour. Donc, c'est des prises réitérées. Donc, il ne faut pas que les niveaux de dose tuent l'animal. On ne veut pas le tuer. On veut plutôt le garder en vie pour voir, après des années, qu'est-ce que ça va donner. En général, on utilise minimum 20, mais en général, on choisit, parce que c'est des études qui peuvent durer jusqu'à 2 ans, en général, on peut aller jusqu'à des lots de 100 animaux, parce qu'il y a des animaux qu'on va sacrifier pendant l'étude, et il y a des animaux qui vont mourir. Donc, il faut qu'on ait un lot plus ou moins élevé, et en général, minimum 20, mais on préfère avoir 50 à 60, même à 100.
donc un groupe de chaque sexe, et pour 3 à 4 doses pour les non-rongeurs. Si vous préférez en fait des singes, donc vous allez mettre 4 singes par lot, parce que les singes, ils vont vivre beaucoup plus que les rats et les souris, c'est sûr. Alors, habituellement, 24 mois, c'est ce que je vous ai dit, jusqu'à 2 ans, voire même plus selon les exigences. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On va administrer pendant toute la vie une dose faible et on va développer les marqueurs, on va voir les développements du tumeur, on va suivre les biomarqueurs du tumeur. Bien sûr, il y a toujours en fait des études, des prélèvements sanguins qui vont être faits, des prélèvements des organes qui vont être faits, et bien sûr, tous les marqueurs des tumeurs vont être étudiés. Alors, ça c'est in vivo. Maintenant, on peut utiliser aussi pour l'étude de cancérogénèse des tests rapides. Des tests de dépistage rapide, ce sont des tests qui vont se faire sur les cellules, c'est des cultures cellulaires. Par exemple, on peut utiliser le test de tumeur de la peau chez la souris. Donc, on va utiliser les cultures des cellules de la peau. Donc, on va développer les cellules tumorales de la peau, on va les cultiver et on va voir en fait, on va administrer, on va ajouter la substance pour voir qu'est-ce que ça donne. On va, par exemple, en fait, les foyers hépatiques chez le rongeur, donc ça veut dire qu'on va prendre les cellules hépatiques du rat, on va les cultiver et on va ajouter la substance pour voir est-ce que ça va donner en fait, est-ce que ça va multiplier les marqueurs de cancérogénèse. Le test de cancer chez mammaire chez la rate, là aussi c'est la même chose, donc on va cultiver, développer les cellules mammaires de la rate, c'est des cellules in vitro, et on va injecter, en fait, ajouter notre substance et on va voir est-ce qu'il y a des modifications génétiques. Et en général, comme je vous ai dit, une substance mutagène, c'est une substance cancérigène. En général, les mutagènes, les substances qui va entraîner une mutation de l'ADN, ça peut entraîner en fait des cancers et on verra par la suite par des tests de dépistage rapide qu'on pourrait éventuellement confirmer par des tests in vivo si on veut, sinon on va compléter par des tests toujours in vitro de mutagènes. Alors, pour récapituler, la toxico c'est une science fondamentale pour les humains et pour l'animal, donc c'est une science qui touche toute substance qui va entraîner des effets néfastes, que ce soit chez l'humain ou chez l'animal. Les connaissances de la toxicité d'un produit et permet de prévenir les éventuels cas d'intoxication. Ça permet aussi de choisir une stratégie thérapeutique. Bien sûr, le rôle des différents essais cliniques de réduire le risque zéro, ça n'existe pas, un risque zéro, mais c'est l'étude ou l'évaluation de risque, ça permet juste de diminuer ce risque. Et on pourrait parler, dans ce cas, d'un risque presque zéro. Mais en risque zéro, on n'en parle pas. Ou de garantir une meilleure utilisation des produits exogènes. La substance, en fait, l'évaluation de risque, elle est basée sur 4 types d'études. Donc, il faut obligatoirement faire, si on veut mettre en place ou mettre au point une substance nouvelle. Donc, d'abord, l'étude de la toxicité aiguë qui va vous dire est-ce que votre toxique elle est mortelle ou pas. La toxicité chronique ou subchronique qui va vous donner une idée sur le comportement de l'organisme vis-à-vis de l'administration réitérée d'une faible dose du toxique. L'étude cancérigène qui va vous donner en fait une idée sur le pouvoir cancérigène de la substance à long terme. L'étude mutagène, ça va vous donner en fait le pouvoir d'altération de l'ADN et essentiellement de la substance si la personne est exposée. Bien sûr, toujours c'est à long terme, il n'y a pas de dégradation comme ça rapidement, bien sûr, à part certaines substances qui ne sont pas des substances chimiques, notamment les rayonnements ionisants.
Mais les substances chimiques, ça demande en fait un certain temps pour développer les altérations. Et enfin, vous avez l'altération, l'atteinte de fertilité et la tératogénité qui est très importante à savoir pour évaluer le risque chez le nouveau-né et chez la descendance. Donc, ces études-là, elles doivent être tenues obligatoirement si on veut parler de toxicité de la substance. Et je vous remercie. Alors, je ne sais pas si vous avez in vitro. Il se fait in vitro, c'est le culture cellulaire. Alors, d'autres questions? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, moi j'avais prévu de commencer le cours sur la pharmacocinétique. Il est maintenant 10 heures. Si vous voulez, on commence, mais on va commencer en fait pendant une demi-heure et on arrête. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Et on va arrêter, là on arrêtera. Hein. Attendez, je vais juste prendre mon cours. D'accord. Ce deuxième cours, en fait, ça touche la toxicocinétique. Donc là, on va parler de la toxicocinétique. Alors, toxicocinétique, en fait, c'est quoi? Tout simplement, c'est le devenir, donc pour être très simple, c'est le devenir d'un toxique depuis son introduction dans l'organisme jusqu'à sa sortie. Donc, depuis son entrée dans l'organisme jusqu'à sa sortie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce toxique, comment il va réagir? Qu'est-ce qu'il va subir? Donc, tout ça, tout ça, c'est la toxicocinétique. Donc, c'est le devenir des xénobiotiques au substance. Pardon. Alors, la toxicocinétique, c'est le devenir des xénobiotiques ou de substances étrangères dans l'organisme. Bon, bien sûr, il va recouvrir la phase d'absorption, la phase de distribution dans les différents compartiments, et le métabolisme, et bien sûr l'élimination. Et éventuellement, on parle de redistribution post-mortem de ces substances. Alors, le passage à travers les membranes biologiques, c'est l'ADE, c'est l'absorption, distribution et élimination. Les transformations, c'est M. Donc, c'est le métabolisme. Donc, dans ce cas, quand on parle de toxicocinétique, donc on parle d'ADME. Alors, ADME, on parle en fait de ADME, ça veut dire absorption, distribution, métabolisme et élimination. D'accord? Donc ça, c'est plus ou moins la définition de la toxicocinétique. C'est ce qu'on va voir. Alors, il faut savoir que la cinétique aussi n'est pas spécifique aux substances toxiques. C'est toute substance qui rentre dans l'organisme, il va subir ce devenir-là, il va subir ce circuit. Les médicaments, y compris les médicaments. Donc, quand on fait en fait des cours pour les médicaments, donc on parle de pharmacocinétique, ça veut dire pharmaco qui est lié à un médicament, qui est lié à une thérapeutique. Mais lorsqu'on parle d'une substance toxique, c'est la toxicocinétique. Mais il faut savoir que les deux, elles ont les mêmes paramètres. Ça veut dire qu'on va étudier l'absorption, métabolisme, distribution et élimination dans le cas de pharmacologie et dans le cas de la toxicologie. Ce qui est ajouté, ce qui est en plus en toxicologie, c'est cette redistribution post-mortem. On verra quand on arrivera pourquoi on fait ça, on étudie ça en toxicologie. Alors, on va commencer par l'absorption. Alors, l'absorption, c'est quoi? L'absorption, c'est le passage. L'absorption, c'est le passage d'un toxique à l'organisme. Et se fait généralement au niveau d'une muqueuse. Donc, c'est le passage d'un toxique à l'organisme. Ça veut dire que l'organisme, il va absorber le toxique. Bien sûr, quand vous allez ingérer une substance, bien sûr, il va passer par le tube digestif. Donc, il arrive au niveau gastrique et éventuellement au niveau
des intestins. Donc, pour qu'il soit utilisé par l'organisme, bien sûr, il doit être absorbé via le tube digestif, via l'estomac ou l'intestin pour passer dans le sang. Donc, c'est ce qu'on appelle l'absorption. Alors, le passage d'un toxique se fait généralement au niveau du muqueuse, donc digestif, cutané, respiratoire, oculaire et rectal. Donc, c'est les portes d'entrée de l'organisme. Beaucoup plus rarement par le biais d'injections intramusculaires ou intraveineuses, sauf dans le cas de la toxicomanie. Alors, là aussi, en fait, il faut savoir que lorsque l'injection dans l'organe, lorsqu'on parle de pharmacocénétique, ça veut dire que quand on est dans la thérapeutique, quand on étudie les médicaments, on a des voies d'introduction dans l'organisme. Les voies d'introduction dans l'organisme, ils peuvent être soit la voie orale, la voie injectable. La voie injectable, ça veut dire que tout ce qui n'est pas utilisé par oral, donc on utilise la voie intraveineuse, la voie intramusculaire, la voie sous-cutanée, la voie intrarachidienne. Donc tout ce qu'on va injecter par les seringues. Donc vous avez la voie rectale, vous avez la voie oculaire, vous avez la voie nasale, vous avez la voie respiratoire, etc. Vous avez beaucoup de voies en fonction du médicament que vous allez administrer. Maintenant, lorsqu'on parle de la toxicologie, donc quand on est dans le domaine de la toxicologie, les voies d'administration, elles diminuent. Parce que déjà, il faut savoir que la toxicologie, donc en toxicologie, en général, c'est une substance qu'on n'est pas censé administrer. Un toxique n'est pas censé pénétrer dans l'organisme, bien sûr, sauf pour des raisons qu'on a déjà vues dans le cours dernier. Donc, c'est pour ça que les voies de pénétration, elles sont plus ou moins limitées. Les voies de pénétration, donc vous avez essentiellement la voie digestive, donc c'est la voie orale. En cas de suicide, vous prenez par voie orale. En cas d'intoxication alimentaire, par voie orale. Donc c'est la voie orale en fait. Cutanée, c'est pour toute substance qui passe qui est liposoluble et qui peut pénétrer par voie cutanée. Donc là, c'est tout ce qui est les solvants, les pesticides, donc tout ce qui est cutané. La voie respiratoire pour toutes les substances inhalées, donc les substances volatiles. Rectale et oculaire, ils sont beaucoup plus faibles. En toxico, on ne trouve pas beaucoup la voie injectable, sauf en cas de toxicomanie, héroïne, cocaïne, morphine, qu'on peut injecter par voie intramusculaire, intraveineuse, parce que c'est plus rapide. Donc, les voies d'introduction dans la toxicologie, elles sont très limitées. En général, on parle des 3 voies principales, qui sont la digestive, la cutanée et la respiratoire. Les restes, c'est mineur. Alors, quand un toxique arrive au niveau de la porte, au niveau de la voie d'entrée, de la voie de pénétration, qu'est-ce qui va se passer? Alors, elle va agir par 3 mécanismes. Donc, soit elle va agir directement, donc on aura une toxicité directe sur ces muqueuses, et il va attaquer directement les muqueuses. Je vous donne par exemple un acide fort, l'HCl par exemple, que vous connaissez très bien. L'HCl, c'est un acide fort. Lorsque l'HCl, il attaque la peau, ça veut dire que vous avez un déversement. خديتي le flacon ou ما رديتيش البال وتكفح لك على يدك. Donc, c'est la voie de pénétration qui est la voie muqueuse. Donc, c'est une voie cutanée et c'est une voie de pénétration. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, vous avez une lésion au niveau cutané. Donc, c'est une toxicité directe. Donc, vous allez avoir une toxicité directe par lésion de la voie de pénétration, qui peut être soit l'estomac, parce que si vous prenez par exemple, si quelqu'un veut se suicider au cas de malqata qui est l'HCl, donc avec le malqata il va attaquer le tube digestif et il va perforer la paroi digestive. Donc, une atteinte directe. Donc, c'est une toxicité directe qui peut être bien sûr soit digestive, soit cutanée et même respiratoire. Alors, il peut donner une toxicité indirecte. Ça veut dire qu'il ne va pas attaquer les cellules, mais il va entraîner une réaction inflammatoire ou une réaction allergique. Donc, ça va donner une allergie au niveau de la peau. Donc, c'est ce qui va se manifester, par exemple, par une substance qui va entraîner en fait l'apparition
le développement d'urticaire ou de rash au niveau cutané. Donc, c'est une toxicité immunologique. Ou bien, il va pas saisir l'occasion pour pénétrer dans l'organisme. Et là, lorsqu'il pénètre dans l'organisme, il va être absorbé dans le sang. Et là, on parle d'un effet systémique. Donc, vous avez un effet local, qui est la toxicité directe. Vous avez un effet immunologique ou immunoallergique. Et vous avez un effet systémique lorsque la substance, elle pénètre dans l'organisme. Alors, la pénétration, bien sûr, il se fait par plusieurs mécanismes. Comme un toxique, il pénètre bien sûr l'organisme par plusieurs mécanismes qui sont différents en fonction de la substance, bien sûr, en question. Alors, le premier mécanisme, et qui est retrouvé dans 80% des cas, c'est la diffusion passive. Alors, la diffusion passive des xénobiotiques à travers des membranes cellulaires, c'est le principal. Je vous ai dit, en fait, 80% des toxiques, elles pénètrent par diffusion passive. Et se fait sans transporteur, sans consommation d'énergie et dans le sens de gradation de concentration. Ça, c'est la définition de la diffusion passive, ces trois critères. Il n'y a pas de transporteur, donc ça pénètre directement. Pas de consommation d'énergie, donc ça passe sans problème, parce qu'il passe dans le sens de gradient de concentration. Ça veut dire du milieu le plus concentré vers le moins concentré. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'énergie, justement. Donc ça, c'est la définition de la diffusion passive. Et la vitesse d'absorption, elle est modélisée par la loi de Fick. La vitesse d'absorption, elle est donnée par la loi de Fick. La loi de Fick, c'est quoi? La loi de Fick, ça vous donne en fait le DQ, c'est-à-dire la concentration sur le temps. Ça vous donne la vitesse et elle est égale à le coefficient de diffusion fois la surface de la membrane fois le coefficient de partage fois qui multiplie la différence de concentration entre les deux milieux, concentration extérieure, concentration intérieure, sur l'épaisseur de la membrane. Donc ça va donner la vitesse d'absorption. Ça veut dire que si vous avez un milieu, par exemple, si vous avez ingéré en fait une substance toxique à une dose X, au niveau de l'estomac, elle passe bien sûr au niveau de l'estomac. Et au niveau de l'estomac, elle va commencer à être absorbée par l'organisme, bien sûr, pour passer dans le sang. Donc vous avez deux milieux. Vous avez le milieu intérieur qui est l'estomac ou l'intestin, et le deuxième milieu, c'est le sang. Donc, c'est la concentration externe intérieure. C'est cette différence de concentration entre le sang et l'estomac ou l'intestin. Vous avez la diffusion, c'est le coefficient de diffusion de xénobiotiques. Ça veut dire que c'est un facteur qui dépend de la substance elle-même. Est-ce que la substance a cette capacité de traverser la barrière ou pas? La surface de la membrane, donc c'est la surface en fait de la membrane cellulaire qui sépare en fait le milieu extérieur et le milieu intérieur. Coefficient de partage entre la membrane et la phase aqueuse située de la part et d'autre. Donc le coefficient de partage et le coefficient de diffusion, ce sont des facteurs qui sont liés à la substance. Et la diffusion, coefficient de diffusion, comme vous voyez ici, le coefficient de diffusion, il dépend de l'ionisation de la substance. Le coefficient de partage, il dépend de la lipophilie. Donc, une substance, pour qu'elle soit rapidement absorbable, rapidement diffusible du milieu vers le sang, il faut qu'il y ait un facteur d'ionisation et un facteur de partage optimal. Ça veut dire que ça trouve en même temps ionisé et en même temps une certaine lipophilie pour traverser la membrane cellulaire qui est formée de couches cellulaires et bien sûr pour qu'il ne soit pas retenu donc lorsqu'il est ionisé. Excusez-moi, j'ai un appel auquel je dois répondre. Oui, madame, on vous entend. Désolée, j'avais un petit souci à l'hôpital, donc j'ai réglé rapidement. Enfin, j'espère que c'est réglé.
Et en tout cas. Anyway. Alors, on était en train de dire en fait que la diffusion passive, c'est le mécanisme le plus utilisé dans la nature. Et bien sûr, ça dépend de la substance elle-même et ça dépend bien sûr de l'organisme. Donc, la vitesse de diffusion, ça veut dire est-ce que la substance va diffuser rapidement ou moins rapidement, ça dépend des facteurs. Alors, je suis vraiment désolée. Donc, en fait, la vitesse de diffusion, elle dépend de coefficient de diffusion, qui dépend lui-même de l'ionisation, de la surface de la membrane. Et cela, en fait, on voit qu'il y a certaines parties du corps où la surface de la membrane elle est faible, ou il est élevé, plutôt il est élevé, donc ça donne plus de diffusion. Je donne par exemple les intestins. Vous savez que les intestins, bon, bien sûr, les intestins qu'on a, en fait, c'est une grande surface. C'est à peu près, si vous étalez les intestins, vous pouvez avoir jusqu'à 12 mètres. Donc, il peut vous prendre une surface de 12 mètres. Donc, vous voyez que c'est énorme et ça permet une augmentation de la diffusion. Donc, vous avez plus la surface qui est élevée, plus la diffusion est rapide. Vous avez en fait le coefficient de partage qui, lui, il dépend par contre de la lipophilie. Donc, une substance hydrophile à 100% n'est pas absorbée. Par contre, une substance lipophile, elle peut être absorbée, que ce soit par la peau ou bien par les autres membranes. Et bien sûr, ça dépend de la concentration intérieure et extérieure. Comme on a dit que c'est un mode qui se fait dans un gradient de concentration, plus la concentration à l'extérieur est importante, donc vous allez avoir ce facteur qui augmente et vous allez avoir augmente. La vitesse, elle est inversement proportionnelle à l'épaisseur de la membrane. Donc, si vous avez une épaisseur faible, donc vous allez avoir une vitesse qui est élevée. Et ça aussi, c'est très important parce que là aussi, vous avez dans l'organisme, on a des parties où l'épaisseur de la couche lipidique elle est vraiment très, très limitée. Notamment, je fais allusion à l'oreille, donc au niveau des oreilles, donc on a la peau qui est très faible et très fine, et ça permet en fait d'avoir une vitesse d'absorption importante. Par contre, vous avez par exemple en fait au niveau de la plante des pieds, vous avez une peau qui est une peau qui est très épaisse et ça ne permet pas d'introduire. Donc en général, on n'introduit pas les substances parfois plantaires de la peau. Par contre, chez la souris ou chez le rat, on peut utiliser en fait la voie auriculaire, donc l'oreille, pour véhiculer la substance qui va pénétrer facilement. Donc, la diffusion passive, c'est le premier mode de pénétration et qui est le mode le plus rencontré. Vous avez aussi la filtration. Alors, la filtration, elle est plus ou moins limitée parce qu'elle concerne les molécules hydrosolubles. Donc, vous avez vu que pour la diffusion passive, les molécules qui sont hydrosolubles, elles ne vont pas passer parce qu'elles doivent être plutôt liposolubles. Mais si on a une molécule hydrosoluble qui est de petite taille et qui peut charger, elle peut être filtrée donc par un mécanisme de filtration. Ensuite, nous avons un transport actif. Alors, le transport actif, c'est un transport qui est contrairement au transporteur passif et nécessite des transporteurs protéiques, généralement qui doivent être spécifiques d'un composé endogène ou alimentaire et qui peut être emprunté par un toxique aussi possédant des analogies structurales avec des ligands naturels. Ce transport actif, en plus de nécessiter un transporteur, une protéine, et nécessite de l'énergie parce qu'il se fait contre un gradient de concentration. Donc le transport actif, c'est totalement l'inverse du transport passif. Du fait du nombre restreint des protéines de transport, ce processus il est saturable parce qu'il nécessite en fait les protéines de transport. Une fois la protéine de transport est saturée, donc le transport actif est bloqué. Donc, et ça donne lieu à une compétition. Donc, c'est ce qu'on a vu, c'est ce que vous avez déjà vu en biochimie. Donc, la compétition entre les enzymes, les mécanismes compétitifs, etc. Donc, ce qui fait que ce transport actif, il est limité
contrairement à la diffusion passive. Alors, nous avons un autre mécanisme qui est la diffusion passive facilitée. Alors, la diffusion passive facilitée, c'est une diffusion passive qui se fait donc, dans le sens de gradient de concentration, c'est pour ça qu'on l'appelle passive, mais qui nécessite quand même un transporteur protéique. Donc, il nécessite un transporteur, mais pas d'énergie, puisqu'il se fait selon les concentrations le gradient de concentration. Ça veut dire que ça permet juste d'accélérer le passage passif. Soit que le coefficient de diffusion est faible, soit que le coefficient de partage est faible, etc. Donc, ça permet d'accélérer la vitesse tout en gardant les mêmes principes de la diffusion passive. Enfin, nous avons un transport par endocétose. Alors, par endocétose, donc on parle soit de la phagocytose ou de la pénocytose. Phagocytose, c'est un mécanisme mineur qui concerne les substances insolubles dans l'eau. Donc, c'est les substances insolubles de grande taille. Les particules solides, alors les particules solides, surtout dans le poumon, parce que vous savez que les poumons, pour que ça passe dans le sang, il faut que la substance soit très, très, très fine, donc de l'ordre de 1 micron au 5 microns au grand maximum. Donc, si la substance est solide, donc pour qu'elle passe, donc, ça nécessite en fait la phagocytose. Donc, on parle de phagocytose lorsqu'on parle d'une substance solide. Lorsqu'on parle d'une goutte d'eau, donc de substance liquide, on parle de pénocytose. Mais le principe, c'est le principe de l'endocétose. Ça veut dire que la substance, elle va être enveloppée par l'organisme, donc par une vésicule, donc une formation des vésicules, qui va envelopper et qui va la faire rentrer dans l'organisme. Donc c'est un mécanisme qui est utilisé pour les substances solides. Alors, ici, c'est grosso modo en fait récapitulatif de ce qu'on a vu. Donc, vous avez le mécanisme, l'énergie et la molécule. Diffusion passive, ça passe rapidement du milieu le plus concentré vers le moins concentré. Donc, c'est ce qu'on parle d'un sens de gradient de concentration. Il est utilisé essentiellement pour les molécules liposolubles avec un coefficient de partage adéquat. Alors, pour la filtration, ça passe par des pores, des filtres, donc des pores où on va passer. Donc, toujours dans le sens de gradient de pression. Donc, lipophiles, c'est des substances qui sont plutôt hydrophiles, ce n'est pas lipophiles, hydrophiles, avec un poids moléculaire faible. Donc, c'est des petites molécules hydrophiles et chargées. Diffusion facilitée, c'est un mécanisme qui se passe dans le sens de gradient de concentration toujours, donc le plus concentré vers le moins concentré, mais qui nécessite en fait un transporteur. C'est comme les ligands. Le transport actif, c'est un mécanisme qui se fait contre le gradient de concentration, le moins vers le plus concentré, bien sûr avec un transporteur qu'on utilise aussi pour les ligands. Et la pénocytose ou l'exocétose, c'est pour les molécules, en fait solides, de grosses molécules solides ou liquides. En fait, c'est des grosses molécules à poids molécule élevé. Donc, comme je vous ai dit, en fait, il y a formation d'une vésicule de la membrane qui va faire passer la substance à l'intérieur. Alors, ça, c'est le principe, en fait, de l'absorption. Mais si on veut étudier l'absorption, donc on a besoin d'étudier les paramètres toxicologiques. Enfin, étudier les paramètres. Alors, les paramètres, ça veut dire ce qu'on calcule. Parce qu'il faut savoir que la toxicocinétique ou la pharmacocinétique, en général, on parle des paramètres calculables pour évaluer justement ces caractéristiques. Donc, qu'est-ce qu'on évalue dans ce chapitre en fait, d'absorption? C'est essentiellement la vitesse d'absorption. Et la vitesse d'absorption, comme on a dit, on peut la calculer par la loi de Fick qu'on a vue. Donc, en général, on a les D, le S, le K, les différentes concentrations, et on peut calculer la vitesse pour dire que c'est une absorption c'est une molécule qui va s'absorber plus ou moins bien. Bien sûr, on va tracer la courbe de l'absorption. Donc, la courbe de l'absorption, c'est une courbe de concentration en fonction de temps qui va nous montrer, en fait,
est-ce qu'il a été absorbé ou pas. Donc, il faut savoir que pour une molécule qui va être administrée qui va être ingérée, si vous voulez, ou qui va pénétrer par voie et d'inhalation, donc vous avez la concentration au niveau sanguin qui va augmenter, augmenter, augmenter. À un certain moment, ça va diminuer. Donc ça, c'est l'absorption à ce niveau-là. C'est la première partie qui est la partie de l'absorption. La deuxième partie, plus ou moins, c'est l'élimination, mais c'est la première partie en fait de la cinétique qui correspond à l'absorption, parce que plus vous avez d'absorption, plus la concentration sanguine il augmente. Alors, nous avons aussi, en plus de la vitesse d'absorption, et là, il faut savoir quand on parle de vitesse, donc la vitesse, il pourrait vous comparer deux molécules, parce que vous pouvez avoir, par exemple, une molécule ici, quand vous pouvez avoir une courbe comme ça. Malheureusement, je ne pense pas que je pourrais utiliser, je ne peux pas utiliser apparemment le stylet, mais on peut avoir une molécule absorption rapide. Donc on peut avoir en fait une courbe qui va monter rapidement, une vitesse faible, donc une courbe qui est décalée et aplatie. Donc ça permet de comparer les vitesses d'absorption et le comportement de la molécule lors de la pénétration. Alors en plus de la vitesse d'absorption, on peut déterminer l'intensité de l'absorption. L'intensité de l'absorption, ou ce qu'on appelle en fait la biodisponibilité. La densité de l'absorption, c'est mesuré par la biodisponibilité. La biodisponibilité, elle est définie comme étant la fraction de la dose administrée qui va atteindre sous forme inchangée la circulation générale et la vitesse avec laquelle elle va l'atteindre. Donc ça, c'est la biodisponibilité, c'est la fraction de la dose, parce que toute la dose qui est absorbée, elle ne va pas arriver au niveau sanguin. Donc il y a une partie qui va être métabolisée, qui va être dégradée, il y a une partie qui va être éliminée dans le sang, dans les urines, qui va être éliminée déjà au niveau intestin, il y a d'autres qui vont être éliminés dans les urines. Donc la partie qui va arriver, ou la partie de la dose, la quantité de la dose qui va arriver sous forme inchangée dans le sang, dans la circulation sanguine, et la vitesse avec laquelle elle va arriver, c'est ce qu'on appelle la biodisponibilité. Donc, la biodisponibilité, c'est F. Donc, la biodisponibilité égale à petit f fois F'. Alors, F c'est la fraction de la dose, et F', c'est la fraction non métabolisée et non éliminée lors du premier passage hépatique. Donc, vous voyez que on peut mesurer, en plus de la vitesse d'absorption, combien de toxiques arrivent réellement dans l'organisme, dans le sang, et c'est cette partie qui va arriver dans le sang qui est réellement responsable de l'effet toxique. Bien sûr, les voies de pénétration, on en a déjà parlé. Donc, on a dit que les voies majeures en toxico, c'est la voie orale, pulmonaire et cutanée. Les voies mineures, en fait, c'est les autres voies, la voie sous-cutanée, intramusculaire et intraveineuse. La voie orale, elle présente une certaine liposolubilité, donc elle présente une certaine liposolubilité. Seule la fraction non ionisée, qui est lipophile, qui est capable de passer la membrane, ça on l'a déjà vu. L'ionisation, elle est déterminée par le pKa et par le pH. Ça veut dire que, par exemple, pour un composé acide, plus le pH est élevé, plus le degré d'ionisation est élevé. Moins le pH est élevé, moins le degré d'ionisation est élevé. Ça veut dire que si vous prenez par exemple l'aspirine ou l'acide acétylsalicylique, qui est une substance acide, lorsqu'il arrive au niveau du foie, au niveau de l'estomac, qui est aussi acide, donc il ne va pas s'ioniser, il va être sous forme moléculaire. Et cette forme moléculaire, il va être rapidement, il va rapidement traverser la barrière. Donc une molécule acide, elle va être absorbée rapidement dans un pH acide. Une molécule basique, elle va être absorbée rapidement dans un pH basique, et ainsi de suite. La voie pulmonaire, c'est une substance pour les substances inhalées, surtout les gaz. Les gaz de faible poids moléculaire, ils vont subir une diffusion simple. C'est le cas par exemple de cyanure, de CO, donc de monoxyde de carbone, de chloroforme.
Donc, ils sont absorbés au niveau pulmonaire, les gaz, comme on a vu, les vapeurs, et les aérosols, les petites particules atmosphériques. Ça aussi, ils peuvent être absorbés à condition qu'ils soient très, très, très faibles, de très faibles poids moléculaires. Ensuite, la voie cutanée, qui représente la barrière physiologique, qui est la peau. Relativement, il est imperméable. Certains facteurs, ils modifient la perméabilité, notamment l'inflammation. Donc, les dermatoses, lorsque vous avez une dermatose cutanée, avec des squames et tout, donc vous risquez d'avoir une modification de la pénétration. La peau, elle devient plus fragile. Les brûlures aussi, lorsqu'il y a une brûlure, donc il y a un décapage de la peau, et bien sûr, la peau, elle devient très fine, et donc ça va entraîner en fait une toxicité rapide. Hydratation cutanée, donc la peau, lorsqu'elle n'est pas hydratée, elle commence à se casser, et bien sûr, ça devient des fissures qui vont entraîner la pénétration d'une quantité importante, et bien sûr, l'inflammation. Donc, c'est une intoxication qui était plutôt professionnelle. En général, pour les suicides, on ne va pas utiliser la peau. Hein. Pour les cas d'intoxication accidentelle alimentaire, en fait, pour la majorité des substances qui ne sont pas solubles, les peaux solubles, donc on n'utilise pas la peau. Donc, ça reste quand même une voie pour les toxiques, les intoxications professionnelles. Bon, je pense que je vais arrêter là. Et on verra en fait le reste en fait la semaine prochaine. Je suis vraiment désolée, mais je dois aller à l'hôpital maintenant. Apparemment, on a un petit souci que je dois régler. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Bonjour madame. Bonjour. S'il vous plaît, je voudrais savoir, est-ce qu'on aura l'occasion d'appliquer les formules que vous avez présentées dans le cours, comme pour la vitesse, l'absorption, ainsi de suite? Est-ce qu'on aura un TD pour appliquer les formules? Normalement, je ne l'ai pas prévu, mais si vous voulez qu'on fasse un TD pour les paramètres cinétiques, on pourrait éventuellement le faire, il n'y a pas de souci. C'est bon? Donc, je pourrais préparer un TD pour la toxicocénétique. C'est bon, c'est OK, c'est noté. OK, donc s'il n'y a pas de questions, bon, je vous remercie en fait et je suis encore désolée encore une fois. Donc on se voit lundi prochain, Inch'Allah, pour continuer le cours de toxicocénétique.